c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons comme tous les lundis dans Sport à la Une. Au sommaire aujourd'hui du basketball, le Sénégal qui n'ira pas aux Jeux Olympiques. Les Lions battus en demi-finale par le Mozambique à Maputo, éliminés du tournoi féminin de qualification de Tokyo 2020. Vous vous en doutez, il sera beaucoup question de football avec l'entame des éliminatoires de la CAN 2021. 2-2 pour le Sénégal, la première place du groupe I. Et les Lions qui ont battu ce dimanche les Swatini sur le score de 4-1. L'auteur du triplé s'appelle Famara Diédhiou. Il rentre dans le cercle fermé des 5 footballeurs à réaliser une telle performance en équipe nationale. Et particularité de l'attaquant de Bristol, il s'est permis de rater un penalty. Il est un de nos invités ce soir. Il est accompagné sur ce plateau par un autre international, Ousseynou Thioune, qui vient lui d'honorer ses 2 premières sélections en équipe nationale. Une convocation qui récompense un long compagnonnage avec les sélections nationales, mais aussi un excellent début de saison avec Sochaux, équipe de Ligue 2 française entraînée par notre compatriote Omar Daf. Mercredi dernier, le Sénégal entamait donc de plein pied ses éliminatoires de la CAN avec une victoire probante sur le Congo-Brazza 2-0. Mais au-delà de la performance, c'est l'état de la pelouse qui a choqué une grande partie du public présent à Thiès, mais aussi les téléspectateurs qui ont regardé le match devant le petit écran. Une pelouse indigne d'une équipe nationale numéro 1 en Afrique. Autre quoi que noter et décrier la zone mixte emménagée après le match qui n'a pas permis aux journalistes de réaliser correctement leur travail. Nous en parlons avec Pape Sidilo, qui est le président de la Ligue régionale de Thiès et président de SNEP Excellence, puisque jusqu'à nouvel ordre, Thiès sera le pôle d'attraction du football sénégalais. Nous recevons également dans la deuxième partie de ce mag Kevin Yalalé, qui est le représentant de la Liga pour l'Afrique de l'Ouest. Le championnat espagnol n'a jamais été aussi serré au bout de 13 journées. Les buzz du web, nous retrouverons avec plaisir Chernouille, qui nous parle de Marco Verratti. Ce sera l'affaire de Mamadou Ndiaye et ça mérite le coup d'œil. Voilà pour le sommaire, c'est parti. Bonsoir Pape Sidi. Bonsoir mon Fatou. Comment allez-vous? Ça va. Bonsoir Famara. Bonsoir mon Fatou. Bonsoir Ousseynou. Bonsoir mon Fatou. Et cher Tidiane, bonsoir. Bonsoir. Voilà, les invités sont déjà présents, mais on va commencer par les bonnes nouvelles, cher Tidiane. L'équipe nationale féminine de basketball ne sera pas au JO de 2020. Voilà, les Lions qui ne verront pas le TQO, ils ont été éliminés par le Mozambique. C'était hier dimanche à Maputo, une défaite amère pour le basketball sénégalais qui nourrissait l'espoir de participer aux Jeux Olympiques qui vont se dérouler au Japon. Ibrahim Akan. Les Lions ne seront pas du tournoi qualificatif olympique. Les protégés de Chersar n'ont pu franchir l'obstacle mozambicain pour ce match décisif à Maputo. Et pourtant, la première place du groupe acquise après 2 rencontres âprement disputées et remportée au forceps face à l'Angola et le Mali laissait présager une meilleure issue. La tâche s'annonçait tout de même difficile face aux pays hôtes, comme en témoigne le début du match besogneux avec beaucoup de maladresse des 2 côtés. La faiblesse au scoring à la mi-temps est criante, 26-18 pour le Mozambique. En deuxième mi-temps, les 2 équipes repartent pratiquement sur les mêmes bases. Les Mozambicaines, dures en défense, font toujours la course en tête. Les Lions, maladroites, laissent échapper le match dans le Money Time. Défaite 56-49 pour le Sénégal, qui voit ses rêves de JO s'envoler. Voilà, mauvaise nouvelle donc pour le basket féminin. Sans transition, nous parlons de football, évidemment des éliminatoires de la CAN 2021. 6 buts marqués, un seul encaissé. La première place du groupe I. Le bilan est positif pour l'équipe nationale du Sénégal à l'issue des 2 premières journées des éliminatoires de cette CAN 2021. Une victoire devant le Congo-Brazza, 2-0. Une victoire devant les Swatini, 4-1. 2 matchs aux physionomies différentes puisque les Lions ont plié le premier donc face au Congo dès la première période, alors que face aux Eswatiniens, ils ont dû attendre la seconde période pour faire la différence. Nous repartons à Manzini et à Thiès pour les temps forts de ces 2 rencontres. C'est l'affaire de Mamadou Ndiaye et Khadim Cissé. Le Sénégal, désormais leader du groupe I avec 6 points. Après sa deuxième victoire en déplacement à Manzini, un match à sens unique en seconde période. Pourtant, les Eswatiniens ont réussi à rentrer au vestiaire sur le score de 0 but partout, malgré un pénalty raté dès la 9e minute de jeu par Famara Diédhiou.
Les hommes d'Aliou Cissé changent de visage en seconde période, malgré une longue interruption de plus de 30 minutes à cause de gros orages qui s'est abattu dans la ville. Une pluie qui a apparemment fait du bien aux Sénégalais qui déroulent juste après la reprise de la rencontre. Avec un triplé de l'attaquant de Bristol, Famara Diédhiou marque à 3 reprises en moins de 10 minutes. 58e, 65e et 68e. Une première sous l'ère d'Aliou Cissé. L'équipe locale d'Eswatini réduit le score par Fanelo Mamba à la 70e minute avant que Pape Alioune Ndiaye ne marque le 4e but de la victoire. Une victoire importante pour les Lions qui se retrouvent seuls en tête du groupe I après 2 journées de compétition. Mercredi dernier, le Sénégal recevait, comptant pour la première journée des éliminatoires de la CAN 2021, le Congo-Brazzaville. Il a juste fallu 27 minutes aux Lions du Sénégal pour démontrer leur suprématie face aux Diables Rouges du Congo. Et pour donner plus de piquant au scénario du match, ce sont les Thiessois de l'équipe nationale du Sénégal qui se chargent de faire la différence, presque coup sur coup. Sidi Sarr. Phase de réparation congolaise, le retour acrobatique. Et c'est l'ouverture du score, ça fait 1-0. C'est Sidi Sarr qui a intercepté ce ballon. Ganagay. Puis Habib Diallo 4 minutes plus tard. Et le centre de Mané. Et encore un. Cette fois-ci, c'est Habib Diallo qui est à la réception. Ça fait 2, ça fait 2. Voilà les 2 premières sorties du Sénégal à ces éliminatoires de la CAN 2021, avant de faire intervenir Ousseynou bien sûr et Famara, qui étaient des acteurs de premier plan. Sidi aussi l'était, puisqu'il a regardé le match au bord du terrain du stade Lat Dior de Thiès. Bon, le Sénégal fait le plein, on ne va pas s'en plaindre. Oui, c'est clair. Il faut les féliciter déjà. C'est les joueurs pour leur performance, la fédération aussi et l'État partant. Pour au moins une chose, avoir maintenu le Sénégal parmi les grands d'Afrique. C'est pas évident dans ce contexte économique et sociologique. Mais ils font le boulot et puis nous, on ne peut que s'en réjouir en tant que Sénégalais d'abord. Ouais. Alors, Famara, il y a, comme je le disais, 2 physionomies différentes sur les 2 matchs. Contre Congo, c'était assez facile, on a été libéré très rapidement. Mais contre Eswatini, c'était plus dur. Il a fallu attendre le gros orage pour que les pluies tombent, en fait. Oui, c'est sûr que voilà, les matchs se suivent mais ne se ressemblent pas. C'est vrai que contre le Congo, on a marqué presque à la 30e minute. Donc ça nous a libérés. Après, oui. L'Eswatini, ça a été un peu compliqué, avec les terrains un peu durs, avec la pelouse qui était vraiment sèche. On n'arrivait pas vraiment à produire le jeu qu'on voulait. Et je pense qu'après l'orage, bon, vu que le terrain était bien arrosé, on a réussi à accélérer les choses. Le ballon allait plus vite. Oui, sérieusement, après, ils avaient vraiment du mal. Et voilà, nous, on a accéléré la cadence. Ok. Ouais, mais dans ce match, on voit que dès la 7e, je pense, ou 8e, vous manquez en pénalty. Oui. Est-ce que cela n'a pas joué dans ta tête? Est-ce que cela ne t'a pas déstabilisé? Parce que quand même, on a vu un passage à vide jusqu'à cet orage dont parlait Mampato, où il a vraiment enfilé ce costume de super-héros. Oui, c'est sûr que c'est... voilà, quand on rate un penalty, c'est pas facile, mais après le plus important, c'est de rester fort. Et voilà, le groupe a été solidaire et surtout le coach qui m'a parlé, voilà, qui m'a encouragé et vraiment qui m'a dit que voilà, faut oublier, faut passer à autre chose. Et c'est ce que j'ai réussi à faire. Le plus important, c'est quand on tombe, c'est de ne pas rester au sol, c'est de se relever. Voilà, de se battre pour le maillot et voilà, c'est ce qu'on a réussi à faire. Cette histoire de penalty, est-ce que ça ne commence pas à quand même devenir psychologique, psychologique dans la tête des joueurs, puisque on a vu Sadio Mané pratiquement qui ne veut plus toucher les pénaux, vous marquez contre le Brésil. Certains même disent que c'était pas super bien tiré, et là vous tirez, vous ratez. N'oublions pas que le dernier penalty, je l'ai mis au fond. C'est vrai que cette fois-ci, je l'ai raté. Après, voilà, je pense qu'il n'y a que les tireurs des penaltys qui ratent. Voilà, même les grands jours, ça arrive. Mais il y a un syndrome quand même côté sénégalais, il ne faut pas se mentir. Ousseynou, peut-être vous pourrez réagir sur cette question. Aujourd'hui, il y a un syndrome, il y a une forme de traumatisme. On a l'impression que même ceux qui savent les tirer finalement, parce que quand ils jouent pour le Sénégal, ça ne se passe pas comme on veut. Parce que bon, lui, il en marque aussi souvent avec même son club. Mais voilà, avec l'équipe du Sénégal, 1 et puis 2, on rate. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, ça nous est arrivé trop de fois. Je pense que ça commence à devenir du sérieux, puisque
On a vu Sadio et on a vu Famara, mais je pense que c'est le foot, hein, comme Famara vient de le dire. Hein. C'est le tireur, c'est le tireur qui rate. Donc, et je pense qu'on doit oublier ça et passer vers l'avant. C'est ça qui est plus important. Dites-nous comment vous avez trouvé justement le comportement de vos coéquipiers, parce que vous n'avez pas encore eu la chance de jouer ces matchs officiels. Et le fait que justement contre Eswatini, ça a été un peu poussif, notamment en première période. C'est aussi l'Afrique, n'est-ce pas? Bah oui, moi je trouve ça normal parce qu'ils jouent ces jeux. Donc moi je pensais qu'ils jouaient la finale de la Coupe du Monde. Parce que quand on les voit, quand on les voit rentrer dans le terrain, ils étaient motivés, un peu ils chantaient, donc ils étaient un peu confiants parce qu'ils jouaient ces jeux. Ils se sont dit peut-être ils vont venir essayer de nous mettre en mal. Donc ils ont essayé de nous provoquer en premier mi-temps, essayer de nous faire sortir de notre match. Mais après, quand on n'est pas dans les vestiaires, et le coach il nous a parlé, donc, et je pense qu'après on est conscient de ce qu'on allait essayer de faire pour essayer de les contrer. Et quand on a commencé à poser le jeu, on est devenu plus serein. Et là, on a commencé à jouer et là, on a fait mal. Tout à fait. Oui, mais en partie, est-ce qu'ils n'ont pas réussi quelque part à vous faire douter? Puisqu'en fin de première mi-temps, on a remarqué une équipe sénégalaise extrêmement nerveuse. Et ça a discuté beaucoup. En deuxième mi-temps, Sadio qui ne reprend pas le match. Vous n'avez pas douté? Il avait une béquille apparemment, mais bon, il était relativement énervé. C'est vrai que l'arbitre aussi ne nous a pas aidés. Il ne nous a vraiment pas aidés. Donc, il a beaucoup laissé jouer. Oui, c'est ça. Mais vous devez avoir l'habitude maintenant. Oui, on sait qu'en Afrique, on... c'est jamais facile mais après, pour les pays. On peut dire l'habitude ou pas, mais sérieusement, c'est vraiment énervant et c'est frustrant. Parce que voilà, quand on a des joueurs de qualité, il faut qu'on veille sur eux aussi. C'est le plus important. Après, recevoir du coup, oui, mais je pense qu'il y a une limite quand même. Ouais. Alors, on va revenir sur les faits majeurs quand même de cette rencontre, des deux rencontres, notamment sur le match contre Eswatini. Et c'est vrai qu'on parle de Famara qui a marqué un triplé, mais il y a aussi un autre joueur, Cher et Pape Sidi, qui s'est illustré, qui a fait 3 passes décisives, c'est Crépin Diatta, et qui monte en puissance dans cette équipe nationale contre le Congo, une prestation convaincante. Là, il confirme, et voilà, on sent que c'est un joueur qui a envie aussi de montrer de belles choses. C'est clair qu'il a commencé à monter ça déjà très jeune, parce qu'il a fait pratiquement toutes les équipes nationales, toutes les sélections. Moi, personnellement, j'ai eu à voyager avec lui à cette occasion. Et il a montré très tôt au Sénégal que c'est un futur grand. Aujourd'hui, il est en train carrément de dérouler. Ouais. Je pense que prions le bon Dieu pour qu'il lui permette d'avoir une carrière paisible. C'est le plus important. C'est clair. En plus, eux qui réclamaient sa sélection en équipe nationale, c'est ça qu'ils avaient vu, que le garçon avec les petits, souvent il réussissait cette dernière passe qui nous faisait défaut. Et là, pratiquement, de ces 2 matchs, même le corner à Thiès, c'est lui qui le frappe, même si après il y a eu cafouillage dans la surface. 3 passes décisives quand même dans un match. Je me demande. Famara, vous avez été bien servi. Oui, non, sérieusement, il a vraiment une qualité et voilà, il essaie à chaque fois de le montrer sur le terrain. Après, il communique beaucoup. C'est pas une personne aussi qui est timide. Ouais. Donc voilà, il s'affirme et il montre ses qualités sur le terrain. Ouais. Je ne sais pas si c'est pas une première. 3 passes décisives. C'est vrai qu'on a regardé les stats. On parle. Famara, on s'est beaucoup attardé sur Famara, mais quand même 3 passes décisives dans un match avec l'équipe nationale du Sénégal. Ça n'arrive pas souvent. Peut-être. Il y a aussi un autre joueur qui nous a bien plu dans son activité, dans son rendement, qui a aussi apporté de la percussion hier en rentrant, puisqu'en seconde période, Aliou a dû faire quelques changements, c'est Sidi Sarr. Pour moi, c'est un des faits majeurs aussi de ces 2 rencontres. Il s'intègre bien, il vient, il met sa patte, ça se passe plutôt bien pour lui. Oui, mais c'est clair, et puis c'est pas surprenant. Sidi Sarr fait partie de ces joueurs qu'on peut appeler des produits finis, qui sont de la formation sénégalaise, parce qu'en termes de formation, nous en avons, même si on ne réussit pas tout le temps toutes nos formations. Sidi aussi a commencé à s'affirmer depuis la classe des jeunes, déjà en championnat local, championnat de catégorie jeune, dans les différentes équipes nationales qu'il a eu à fréquenter. Aujourd'hui, il s'affirme chez les grands. Puis, bien accueilli qu'il a été, il est en train de dérouler tout ce qu'il sait faire. Très bien, la transition, l'intégration des nouveaux. Souvent, on nous dit que oui, aujourd'hui, les cadres facilitent l'intégration des nouveaux. Est-ce que vous confirmez? Bon, Famara, vous êtes un ancien. C'est une autre. Bien sûr, moi, quand je suis arrivé en sélection, je ne me sentais même pas que j'étais nouveau. Puisque
il y avait l'ambiance et les plus grands, ils accueillaient et les plus petits comme si c'était notre 5e ou 6e sélection. Quand je suis arrivé et je taquinais tout le monde, il y avait une cohésion dans le groupe que moi-même, je n'avais pas imaginé. Même, je me sentais bien. Et des fois même, je parlais avec Ghana et je disais que je n'ai même plus envie de rentrer en France. Je veux rester avec la sélection et tout, puisque tout allait bien et on rigolait, on s'amusait et c'était parfait. Ouais, alors, un petit mot quand même pour Famara qui est resté, je crois, un bon bout de temps, plus d'1 an, 2 ans. Ouais, presque 2 ans. Vous revenez, vous redécouvrez. Les choses ont évolué dans un sens positif. Oui. Ça s'est encore amélioré. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Après, ça fait plaisir. Hein. Ça fait plaisir de venir en sélection, de côtoyer les joueurs, de côtoyer les plus grands joueurs. Après, l'ambiance, elle a toujours été là. Sérieusement, ça fait que... On m'a parlé de ces 2 ans d'absence, mais j'espère que là, vous êtes de retour pour de bon, quoi. Il a confirmé. Il faudra travailler. Non, le plus important, c'est de continuer à travailler et voilà, de redoubler d'efforts. C'est vrai que ça faisait 2 ans que je n'étais pas venu en sélection. Voilà, le coach, il nous connaît, il connaît tous les joueurs. Donc, je pense que s'il fait appel à toi, il faut répondre présent. Ok, il faut répondre présent. Pape Sidi, Kalidou Koulibaly intronisé capitaine de cette équipe nationale. C'est vrai qu'on a fait un débat il y a quelques semaines de cela où on en parlait. Ça vous surprend? Le peuple est assez mature, dit que le choix appartient au coach, mais que c'est un choix naturel. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on a choisi un capitainable. Il est absolument capitainable. Maintenant, après, derrière, les critères de choix du coach lui sont personnels. C'est par rapport à beaucoup de critères qui entrent en jeu, qu'on peut des fois ignorer, qu'on peut connaître aussi. Mais le plus heureux, c'est qu'aujourd'hui, comme j'ai dit tout de suite, c'est un capitainable. Je préfère m'en arrêter là sur l'analyse, parce que aussi derrière, il y a des choix qui ne peuvent pas s'expliquer. Mais aujourd'hui, aucun Sénégalais ne peut dire que Kalidou n'est pas capitainable. Ok, tout c'est à le plus fait. important. Cher? En tout cas, moi c'est depuis la CAN que je disais que officieusement, c'était lui le capitaine de l'équipe nationale du Sénégal, parce qu'à chaque fois qu'il y avait le feu, mais pas le feu, mais quand il y avait un début d'incendie, c'est lui qui parlait aux médias, qui défendait ses coéquipiers. Je me rappelle de cette déclaration, il disait que quand le Sénégal perd, on a l'impression que c'est la fin du monde, alors que c'est dans l'ordre normal du football. Il était en train de protéger ses joueurs, et ça, c'était le rôle d'un capitaine, même s'il ne portait pas le brassard. Aujourd'hui, quand on le voit avec le brassard de capitaine, ben, on se dit que c'est dans l'ordre naturel des choses, et en plus, c'est un joueur de haut niveau. Ses performances sur le terrain parlent pour lui. C'est un joueur qui ne triche pas, qui est dans le championnat italien, qui est nominé parmi les meilleurs défenseurs au monde. S'il est capitaine de cette équipe nationale du Sénégal, bon, je pense que ce n'est que tout bénef pour les Lions. Et on imagine que le sélectionneur a choisi le timing de la nouvelle campagne, peut-être pour amener un nouveau souffle. On suppose que justement il fallait laisser passer une ère, celle de Cheikhou Kouyaté, qui a aussi valu à l'équipe nationale beaucoup de satisfaction, une Coupe du Monde, une finale de Cannes, et là, une nouvelle campagne, peut-être un nouveau discours, avec une nouvelle personnalité. Je ne vais pas poser la question, bien sûr, aux joueurs, parce que je sais que je les mettrai très, très, très mal à l'aise. Maintenant, sur un autre fait majeur, là, vous pourrez peut-être intervenir, c'est la présence de El Hadj Ousseynou Diouf aussi, avec qui vous vous êtes entraîné durant donc, ce match contre Eswatini, qui vous a accompagné. Beaucoup de gens saluent honnêtement la présence de El Hadj, le fait que bon, aujourd'hui peut-être les rapports avec Aliou Cissé soient plus huilés. Vous, qu'est-ce que ça vous fait en tant que joueur? Bon, moi, on a voyagé ensemble, donc c'est un gars qui était près de nous. Surtout dans le terrain, il nous donnait beaucoup de conseils. Donc quand on le voit avec Aliou Cissé, avec qui il a joué en 2002, donc moi je pense que ça ne fait que du bien, puisqu'il connaît bien au niveau pour les attaquants et tout. Donc il peut nous apporter quelque chose devant. Okay. Comme ça, quand on regarde en 2002, il y avait Bokandé qui jouait ce rôle. Donc je pense qu'il est temps qu'El Hadj Diouf essaye d'intégrer la tanière et pouvoir aider les attaquants, parce qu'on a besoin de ça aussi. Tout à fait. Alors Famara, il vous a donné quelques conseils pour le triplé? Oui, sérieusement, il m'a parlé, il m'a beaucoup parlé, il m'a beaucoup parlé. Après, on ne présente plus El Hadj Diouf, hein, tout le monde le connaît au Sénégal. Je pense qu'aujourd'hui,
s'il vient en sélection, c'est parce qu'il y a, voilà, c'est parce qu'il y a quelque chose. Après, voilà, je pense que lui et le coach, ils se connaissent depuis. Donc, nous, on est là, on est ouvert. Et on est prêt. Très bien. Alors, c'est une façon, je veux dire, de favoriser la cohésion autour de l'équipe nationale. Pape Sidi, nous avons été là, on a vu tous les épisodes, les critiques, les tensions entre le sélectionneur et ses anciens coéquipiers. Bon, cette image, je pense qu'elle a fait plaisir à beaucoup de monde. Vous en faites partie? Oui, j'en fais partie. Rien ne vaut une parfaite entente. Et là, comme l'a dit Famara, il n'est plus à présenter. Il fait partie des icônes du Sénégal. Ensuite, il a beaucoup fait pour le football sénégalais. Il a beaucoup donné. Aujourd'hui, il fait un travail pour l'État du Sénégal, déjà. Oui. Ensuite, sans privé, il n'y aurait pas d'explication. C'est un footballeur, c'est un ancien footballeur. Il sait que dans les arcanes du football, on fait ce qu'on sait faire le mieux. Et il sait que dans la tanière, il va faire ce qu'il sait faire. Très bien. En plus, ça ne concerne pas, apparemment son rôle ne concerne pas que la sélection A. C'est conseiller spécial du président de la Fédération sénégalaise de football au niveau de toutes les sélections. Maintenant, reste à savoir, en fait, que chacun reste aussi à sa place. Exactement. En fait, je l'ai brossé. C'est le plus important. C'est ça. Il va faire ce qu'il sait faire. Tout à fait. Jouer au ballon. Ce qu'il sait faire, ouais. J'ai vu qu'il a commencé déjà à défier les joueurs au taureau. Ils aiment ça, il aime ça. Sérieusement, il aime ça. Il aime jouer au ballon, ouais, c'est vrai. Le ballon, c'est sa vie. Mais quand même aussi, il faut qu'il sache que il n'est plus au devant de la scène, qu'il doit laisser ses jeunes frères s'accaparer de la lumière et se mettre un peu dans l'ombre quand même. Et là, on le sait, c'est un personnage atypique, partout où il passe, il traîne des foules. Mais aujourd'hui, les stars de l'équipe nationale, ce sont les Famara, les Kalidou, les Sadio Mané. Tout à fait, voilà. Alors Famara, on reste avec vous, donc on le disait au sommaire de cette émission, vous rejoignez donc le cercle fermé des joueurs ayant réalisé un hat-trick en équipe nationale. Et parmi ces joueurs, l'illustre Jules François Bocandé, à penser par Mamadou Niang et là, Ousseynou Diouf, ces internationaux ont aussi eu la joie de faire aussi bien que l'attaquant de Bristol. Rappel des faits dans cet élément signé Mame Biram Diouf. Eswatini contre Sénégal, un but à 4. 4 buts marqués dans un seul match. Une première sous l'ère Aliou Cissé. Une occasion pour l'attaquant de Bristol, Famara Diédhiou, de rejoindre le cercle fermé des joueurs et en marquer un hat-trick en équipe nationale. Fait devenu rare dans la tanière. Le dernier triplé en équipe nationale remonte à 2011 lors des éliminatoires de la CAN 2012. Papis Demba Cissé avait réalisé un hat-trick lors du match Sénégal contre Île Maurice, soldé par une victoire des Lions 7-0. Le premier triplé de l'histoire de la tanière est l'œuvre de Jules François Bocandé en éliminatoire de la CAN 86 face au Zimbabwe. Un match qui avait permis à l'équipe du Sénégal de se qualifier en Égypte après 18 ans d'absence de la compétition continentale. Autre joueur, autre époque en éliminatoire de la Coupe du Monde 2002, El Hadj Ousseynou Diouf réalise la même prouesse face à l'Algérie. C'est là une victoire des Lions face au Fennec au stade Léopold Sédar Senghor. Mamadou Niang fait lui aussi partie de ce cercle fermé avec 3 buts inscrits à Lubumbashi face à la République démocratique du Congo le 6 septembre 2010. Toujours en éliminatoire de la Coupe d'Afrique Guinée équatoriale 2012. Famara, on ne cite pas n'importe qui. El Hadj Ousseynou Diouf, Jules François Bocandé, Mamadou Niang, c'est pas pour vous mettre la pression, mais quand même là, vous mettez la barre assez haute. Il faudra maintenir cette barre-là en équipe nationale. Non, ça fait plaisir, ça fait super plaisir, parce qu'il n'y a que des légendes. Je pense que Jules François Bocandé, El Hadj Diouf, on ne les présente plus. Il m'a même taquiné quand j'ai pris la balle à la fin du match. Okay. Il m'a dit, moi aussi j'ai marqué un triplé contre l'Algérie. Voilà, on a rigolé et puis voilà, après ça fait vraiment plaisir. Ouais. Ça va juste nous donner la force de faire encore mieux.
En un match, vous marquez autant de buts que depuis le début, je pense, du championnat avec Bristol, où bizarrement, vous n'êtes pas titulaire indiscutable cette saison. Pourquoi ? Après, c'est vrai que ça a été un peu compliqué, vu que le coach il a fait quelques changements. Donc, je pense que maintenant tout est redevenu à la norme. Donc, c'est le plus important. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y avait un changement de système ou vous n'étiez pas en forme physiquement au début de la saison ? Pourquoi il y a eu ce trou ? Non, même pas. C'est juste qu'avec le coach, je devais faire un transfert à la fin qui ne s'est pas fait. D'accord. Il ne comptait plus trop sur vous ? Non, c'est pas qu'il comptait plus sur moi, c'est juste que voilà, genre... il n'a pas aimé. Voilà. donc voilà, mais bon, je pense que maintenant tout est revenu à la normale. Très bien. Famara, pour revenir à l'équipe nationale du Sénégal, vous mettez un triplé dans ce match, mais quand même, vous n'êtes pas un titulaire indiscutable dans cette équipe, puisque le titulaire en place, c'était Maïnian, qui n'a pas joué. Lors du premier match, c'est un autre avant-centre qui avait joué, Diallo du FC Metz. Quand on fait ce genre de performance, est-ce qu'on réclame de la continuité pour continuer à marquer, ou bien partager ce poste de numéro 9 avec les autres peut être un frein pour votre épanouissement? Non, on réclame rien du tout. C'est le coach qui fait ses choix. Après, c'est juste que ça donne plusieurs options au coach, voilà, qui connaît nos qualités. Et voilà, nous, on est juste là pour répondre présent. Très bien. Mais là, vous engrangez de la confiance. La confiance, oui, c'est sûr. Et pour peut-être... Oui, c'est sûr. Quand on marque déjà, ça donne de la confiance. Quand on marque 3 buts, encore plus. Voilà, on va essayer juste de surfer sur la balle. Surtout qu'on disait que le Sénégal manquait d'avant-centre. Et là, on a vous qui marquez, Habib Diallo aussi, qui avait fait un bon match. Mais quand même. aussi qui a marqué aussi. Donc voilà, non, c'est juste que voilà, maintenant ça montre que le Sénégal n'est pas une petite équipe. Voilà, qui a quand même de grands joueurs, de grands attaquants. Ouais. Et c'est bien pour nous. Et vous acceptez la concurrence entre vous, ça ne crée pas de... Non, du tout, sérieusement, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Voilà. Après l'attaque, on va passer au milieu. Ousseynou, nous n'avons pas encore eu l'occasion de le voir à l'œuvre au sein de l'équipe A, mais vous n'êtes pas inconnu au bataillon, vous n'êtes pas inconnu au grand public sénégalais, puisque vous avez joué dans toutes les petites catégories en équipe nationale, un produit du foot local, comme le disait tout à l'heure donc Pape Sidi, pour un certain Sidi Sarr, qui a éclos à Diambar, qui est allé dans le milieu du foot professionnel peut-être un peu tard, mais comme le dit l'adage, mieux vaut tard que jamais. Aujourd'hui, tout se passe bien du côté de Sochaux. Je vous propose de découvrir le portrait concocté par Cher Sadibou Diarra. Didier Deschamps, footballeur, ne faisait pas rêver le grand public. Toutefois, il était d'une grande utilité pour son équipe et l'aidait à remporter des titres. Ousseynou Thioune, le nouveau venu dans la tanière des Lions du Sénégal, est du même acabit. Le sociétaire de Sochaux en Ligue 2 française est en effet comme l'ancien capitaine des Bleus, un milieu défensif qui séduit ou force le respect par l'abattage, la hargne démontrée sur les pelouses. Le natif de Kolda, il y a 26 ans, est un hableur, un porteur d'eau si important pour l'équilibre d'une équipe. Ces différents entraîneurs ne s'y trompent pas. Le milieu d'1m80 pour 72 kg parvient toujours à faire valoir ses galons de titulaire partout. Tout commence sérieusement à Saly pour Ousseynou Thioune, issu d'une famille de footballeurs. Ses frères, Makhtar, Sayer, Vieux Ibra ont tous eu des carrières internationales, de même que sa sœur Fatou, ancienne footballeuse devenue arbitre international. Nourri par cette passion familiale, il intègre l'académie Diambar pour sa formation. Il y gravit les échelons et remporte le championnat de Ligue 1 sénégalaise avec l'équipe première en 2013. Footballeur teigneux, polyvalent, pouvant évoluer à l'aile ou au centre de la défense, il fait parallèlement son bonhomme de chemin dans les différentes catégories de la sélection nationale. Il décroche en passant la médaille d'or aux Jeux africains de 2015 et aussi au pied du podium de la CAN U23. Des performances en plus de ses qualités qui lui ouvrent les portes de l'extérieur. Première escale, le Maroc. En 2 ans et demi, il s'impose et remporte le championnat avec son club, Ittihad Tanger. De là, il rejoint l'Espagne et le club de gymnastique Tarragone en Ligue B pour une demi-saison. 18 matchs disputés qui n'empêchent pas la relégation du club espagnol.
Son compatriote Omar Daf, entraîneur de Sochaux en Ligue 2 française, saute sur l'occasion et le recrute. Une bonne affaire. Ousseynou Thioune, grâce à son activité, apporte beaucoup au bon début de saison des Sochaliens. 10 matchs joués, 3 passes décisives pour une 5e place au classement. Verny, le sélectionneur national, Aliou Cisse l'appelle en équipe A du Sénégal en remplacement de Salif Sané blessé. Après Makhtar, la famille Thioune a ainsi un nouveau pensionnaire dans la tanière des Lions. En attendant le prochain. En attendant le prochain. Alors Ousseynou, c'est vrai, voilà, le parcours il est très bien résumé par Cheikh Sadibou Diarra. Aujourd'hui, c'est vrai que vous êtes arrivé parce qu'il y a eu un forfait, donc du coup, il faudra se battre pour revenir. Est-ce que c'est une pression ou c'est une motivation? Ou les deux? Moi, je pense que c'est une motivation. Parce que là, le travail, ça continue. Donc, j'ai un coach qui m'aide beaucoup en club. Donc, je pense que là, juste qu'il faut être patient. Donc, il ne faut pas brûler les étapes. Donc, je continue le travail en club tout doucement. Et le sélectionneur, il me connaît très bien. Donc, on laisse faire le travail. Donc, et je sais que le jour qui sera prêt, donc on verra un autre Thioune, Inch'Allah. Mais à 26 ans, on a le temps d'être patient parce que, comme je le disais, vous avez peut-être intégré le milieu professionnel sur le tard, un peu tard. Donc voilà. Est-ce qu'on n'a pas faim, on n'a pas envie de faire les choses très très vite? Parce que bon, aujourd'hui, le foot, malheureusement, c'est... Voilà. Ben oui. On peut dire que c'est tard ou bien on peut dire qu'il y a le temps aussi. Puisque ça dépend de l'hygiène de vie que j'ai. Donc moi je pense que actuellement je suis en forme, donc je continue à travailler avec mon coach en club. Donc après on verra pour la sélection. Donc moi je répondrai présent si le coach a besoin de moi. Et juste le plus grand mot que je vais dire c'est d'être patient, de ne pas brûler les étapes. Et je suis venu en sélection et je suis venu apprendre et je suis venu voir comment ça se passe. Maintenant, espérons que ça va continuer. Tout à l'heure, on parlait des attaquants au milieu de terrain quand même. Là également, il y a du monde. Il y a du monde, vous avez vu. Quand même, comment vous vous êtes senti dans ce groupe? Vous les avez vus à l'œuvre. Est-ce que vous pensez que je peux percer là? J'ai ma chance. En tant que footballeur, bien sûr. Bien sûr. Et moi, j'aime bien la concurrence. Quand les autres ils sont performants, ça me donne plus de motivation d'être au top, puisque ça va me donner la motivation de me battre en club et d'être performant. Mais après, on verra pour le reste, parce que c'est le coach qui décide. Donc, Sidi Sarr et les autres, ils sont en train de faire un bon boulot. Donc, il y a mon idole même que tout le temps avec qui je passe, c'est Issa Gana Gueye et suit et c'est pas. Donc, du coup, c'est une motivation et de jouer avec eux. Donc, ça me permet d'être patient et d'apprendre. Et justement, côté profil, vous vous rapprochez beaucoup plus d'Idrissa Gana Gueye que de Sidi Sarr ou qui d'autre? Papa Lungaï. Papa Lungaï, je pense que là aussi, c'est la même formation, c'est le même gabarit, même style de joueur. Oui. Parce qu'il dit on a fait la même formation à Djamba, on était même dans la même classe et tout. Mais après, il est parti tôt, donc il a eu quelque chose plus que nous. Il a gagné de l'expérience, il a joué dans de nombreux clubs. Donc je pense qu'il a ce plus. Donc si on continue à suivre et ses pas, je pense qu'un jour on sera à son niveau. Alors Ousseynou, moi en regardant votre parcours, je me rends compte effectivement que vous êtes patient, vous êtes resté très longtemps à Djambar, mais en même temps, à un moment donné, vous avez décidé quelque part de prendre des risques, c'est-à-dire vous quittez le Maroc, vous allez en Espagne, vous signez pour une équipe de 2e division espagnole, mais pour 6 mois. C'est-à-dire en vous disant si l'équipe est reléguée, moi je pars parce que vous êtes sûr de vendre votre talent et apparemment c'est ce que vous êtes en train de faire. Et comment ça s'est passé justement pour l'arrivée à Sochaux? Oui, quand j'étais à Djambar, je ne voulais plus rester, parce que je l'ai dit au président Saher. Donc il m'a conseillé, il y avait les Marocains qui me voulaient. Et je suis parti, tout le monde me disait qu'est-ce que j'allais faire au Maroc. Je lui ai dit que donnez-moi juste 2 ans et vous allez voir. Et ça s'est bien passé. Et quand je suis parti en Espagne, il y a le coach qui m'a demandé d'où tu viens. Moi, j'ai dit que moi, je viens du Maroc. Donc au début, il ne voulait pas me faire jouer. Mais quand il m'a mis, je pense, à l'entraînement, il a commencé à me faire confiance. Et depuis lors, j'étais titulaire indiscutable. Et après, malheureusement, l'équipe... descendu en 3e. Oui, en 3e division. Et il y avait le coach Omar qui m'avait appelé parce que j'avais beaucoup de propositions et des clubs qui jouaient Europa League. Mais comme je connaissais bien le coach, ensuite, et mon agent, il connaît bien le coach, donc ils m'ont conseillé d'aller à Sochaux. Donc, et je suis ses conseils.
Et actuellement, je ne suis pas en train de regretter puisque c'est un coach qui m'a beaucoup aidé. Hein. Il met tout le temps à l'entraînement et en tout cas, il me met tout le temps la pression. Ouais, il est tout le temps derrière moi. Et à Sochaux, on imagine l'adaptation est facile. Vous êtes entouré de Sénégalais. C'est un club familial. Et qui fait aussi un bon début de saison, qui est un attaquant aussi. Ça va mettre la pression à Famara dans le coin de sa tête. Non, je rigole. Non, mais je veux dire, il y a Omar et il y a Abdoulaye Sané. Donc, je pense qu'il y a un autre Sénégalais, non? Bon, on est 6. Hein. Vous êtes 6 Sénégalais? Club de Sénégalais. Il y a les 3 autres, ils sont nés là-bas. Il y a les 3 autres, ils sont nés au Sénégal. Donc, on est 6. Et Sofiane Diop. Même dans les vestiaires, et les autres, ils se plaignent. Ils se disent que c'est une équipe sénégalaise. On parle que Wolof dans les vestiaires et tout. Et quelque part, vous avez le devoir aussi de bien faire par rapport au coach Omar Daf, qui est un Sénégalais. Bon, parfois, il peut se dire, oui, il va privilégier les Sénégalais, même si j'imagine qu'il n'est pas du tout dans cet état d'esprit. Mais vous êtes obligé aussi de faire plus parce que vous êtes un Sénégalais entraîné par un Sénégalais, non? Ben oui, ça c'est normal. Quand on regarde mes matchs à Sochaux, il ne joue pas comme milieu défensif parce qu'il me fait tout le temps avancer. Donc là, il m'oblige à être plus performant parce que là, il m'a mis devant. Donc c'est pour son système de jeu. Et en plus, c'est un coach sénégalais, il faut qu'on l'aide aussi. Puisqu'il a pris 6 Sénégalais, imagine, que tout le monde disait que voilà, il a amené que des Sénégalais. Donc c'est à nous de le montrer qu'on est là pour lui, pour que les gens n'essayent pas de le critiquer. Ouais. En tout cas, l'année dernière, c'était très difficile. Sochaux s'est maintenu pratiquement à la dernière journée. Cette année, ça va beaucoup mieux. Vous êtes dans le milieu du tableau, donc ça va. Vous avez des victoires, ça joue bien. Donc, c'est plutôt bien, en fait. Ben oui, quand on regarde, on a une équipe très jeune même. Puisque quand on regarde, il est plus âgé, il a 31 ans, c'est Christophe Diédhiou. Donc du coup, on a une équipe motivée avec les staffs qui est là pour nous. Nous, on ne les considère même pas pour des coachs, on les considère comme des frères. Donc on est tout le temps là. Omar, quand tu l'appelles même à 2h du matin, il te répond. Donc c'est quelqu'un qui est là pour nous. Donc il nous a transféré ses qualités. Okay. Donc c'est la raison pour laquelle on est devenu performant et actuellement on occupe la 5e place. Et justement, ce championnat de 2e division, Famara, il connaît bien puisque je pense qu'il a été pratiquement meilleur buteur de ce championnat de 2e division. Et l'année qui a suivi, il a performé également. En Ligue 1. Ça veut dire que la différence de niveau n'est pas trop grande. Ce qui veut dire que si vous faites des performances, forcément, vous pourrez vous imposer dans cette Ligue 1 française également. Ben oui, mais quand on regarde, faut pour le confirmer, quand on regarde la Ligue 2, c'est plus difficile que la première division. Parce qu'il y a beaucoup de duels, beaucoup d'intensité. Et quand on regarde, tout le temps, le jeu est fermé. Donc tu es obligé de jouer des contre-attaques. Et quand il y a des équipes comme Sochaux, on est bien en place. Donc tout le temps, on joue des contre-attaques. Et c'est ça qui nous a permis tout le temps de marquer beaucoup de buts. Parce qu'on a Abdoulaye devant, donc on fait que jouer devant. Encouragement à Abdoulaye aussi qui fait un excellent début de saison avec Sochaux, donc tout comme vous. Alors voilà, donc pour l'actualité de Famara, donc avec Bristol, l'actualité de Ousseynou avec Sochaux. Maintenant, on va parler quand même de l'organisation, puisque c'est pour l'une des raisons aussi pour lesquelles on a invité aussi Pape Sidi, qui est le président de la Ligue régionale de Thiès, parce que Pape Sidi, il y a eu beaucoup de couac entre guillemets et aussi beaucoup de plaintes. Ça commence avec les supporters et les observateurs, même si là c'est pas de votre faute personnellement évidemment. L'état de la pelouse sur laquelle a évolué cette équipe nationale, un champ de patates indigne de nos joueurs et qui en a choqué plus d'un, c'est ce que nous disent les supporters, nous les écoutons. On doit rendre grâce à Dieu parce que cette rencontre s'est jouée juste après l'hivernage. Donc cette pelouse a bénéficié des fortes pluies qui se sont abattues à Thiès, raison pour laquelle on avait une pelouse praticable. Mais le Sénégal mérite mieux. Les Lions du Sénégal méritent plus. Je pense que quand on a des joueurs qui jouent à Anfield, qui jouent en Italie, qui jouent dans de grands clubs, dans de grands championnats en Europe, l'on se doit, en tant que première nation au niveau du classement FIFA, en tant que vice-champion d'Afrique, l'on se doit d'avoir un stade digne pour recevoir nos compétitions. Police stade boo gisee sax xam ne carrément police bi c'est pas bon waaw état bi moom dañu war a def tout possible lépp loo xam ne war nañ koo def
si stade yi ñu jëm ko def surtout stade boo xam ne day accueillir ay gan waaw. Pelouse du Sénégal bi rek yàlla na baaxul saa maa wala mu contrôler tax te war na jox pelouse bi baaxul mais Sénégal tamit war nañu stade yu baax bu defar ko quoi parce que Sénégal bu organisé coupe du monde te am stade boobu loolu day ñaaw xam nga la bëggoon nag gars yi defar pelouse bi jàppale joueur quoi jàppale équipe nationale bi jàppale club yi jàppale ñëpp. pour man Sénégal warul suyee ci anam yooyu quoi parce que pour man Sénégal équipe bu mag la te joueurs yi nga xam ne tamit ñoo fay fubal seen dëkk yi ni fubalee nañ fay fubalee ak si kii yi ni nekk bu ma sañoon ñun bu ñëwee Sénégal fii itam même yooyu lañ fiy fekk comme ça ñu fubalee noonu même yeneen réew Afrique yi nañ xool si yi nga xam ne ñooy avancé mais pour man ci yeneen yi nga xam te ne si bi nii ñooñu même terrain yu bon lay yor man pour man waruñoo xool si ñooñu ñoo war a xool si ñi nga xam ne dañoo yor terrain yu baax Sénégal yi bu ñu jógee dem di fa fubalee. Alors, il est difficile de vous interpeller, Pape Sidi, ce n'est pas vous qui avez posé la pelouse, mais en fait, les Sénégalais, dans leur perception, je crois, ont été majoritairement choqués par l'état de la pelouse. Peut-être aussi le fait d'être devant le petit écran, le rendu ne donnait pas bien, parce que les joueurs, bon, disent que quand même, elle est correcte, cette pelouse, mais quand même, pour un pays qui est numéro 1 en Afrique, on a cette pelouse qui est la meilleure qu'on a sur le pays, sur le territoire. En tout cas, je serais tenté de vous dire que j'aurais bien aimé que ce soit les joueurs qui le disent. C'est vrai, c'est vrai. Dans le match, on a vu Sadio Mané essayer un contrôle qu'il a manqué. Et là, on l'a vu directement. L'excellent état de la pelouse, quand même. Ça aussi. J'attends tranquillement qu'ils le disent. Mais quoi qu'il en soit, il y a une constante. La constante, c'est qu'on a une équipe glorieuse, une équipe talentueuse, une équipe formée de joueurs talentueux et qui veulent hisser le drapeau du pays très haut. Donc, toutes sortes de pelouses qu'on pourrait leur donner, pour nous, on ne leur a pas donné la meilleure pelouse. Ils méritent mieux que la Dior. Ils méritent mieux que Léopold Senghor à ses premiers jours. Peut-être même qu'ils méritent mieux que la pelouse de Bristol. Qui sait, de Anfield. Mais la plus belle femme du monde, elle donne que ce qu'elle a. En attendant, on va se contenter de ça. Mais il y a une autre info. On a joué sur cette pelouse-là 15 jours avant le tournoi Wafou. UFOA. Oui. Sur un rythme de 2 matchs par jour sur 12 jours. La pelouse a tenu. Et au sortir de ce tournoi-là, les organisateurs américains nous avaient félicités pour l'état de la pelouse. Ce n'est pas évident en Afrique. On ne va pas dormir sur eux ou nous suffire du peu. On ne va pas se suffire du peu, c'est clair. Mais contentons-nous de ça en attendant que l'État, dans ses grandes réformes, dans ses projets imminents, je dis bien, c'est vrai, c'est imminent, qu'on dote de ces jeunes talentueux-là d'une pelouse à leur standing. Parce que c'est une question de standing aussi. Oui, c'est une question de standing. On est d'accord. Parle-moi ça, caché derrière des choses pour donner des explications télévisées. Alors, voilà, Pape Sidi demandait votre confirmation. Affirmation. Alors, cette pelouse, vous vous êtes entraîné dessus, vous avez joué dessus. Comment vous la trouvez? Elle est correcte. Heureusement, on a réussi à faire du jeu. Hein. Tout le monde l'a vu. On a réussi à produire du jeu. C'est vrai qu'il y a eu quelques rebonds, mais elle a été correcte. Ousseynou? Bah oui. Bon, vous connaissez les pelouses du pays, vous. Oui, c'était correct pour moi, hein, parce que, comme il vient de le dire, hein, on n'a que ça, donc il faut qu'on s'habitue. Ouais, il faut qu'on se contente de ce qu'on a. Bien sûr, parce que là, imagine, on est tous passés par là, on jouait dans des terrains plus catastrophiques. Même quand tu pars dans les autres pays, c'est plus catastrophique, mais après, on est des professionnels, on est payé pour ça. Ouais. Donc je pense qu'on doit faire avec, en attendant que l'État nous trouve mieux que ça. Tout à fait. Et puis, comme vous l'avez souligné, quand on regarde une pelouse à la télé, c'est pas pareil quand on y joue. Parce que le joueur peut se sentir bien sur la pelouse et que de façon esthétique, ça ne donne pratiquement pas. Et je pense que là... Il y a un point d'amélioration là pour le coup. Parce que la vue à la télé ne donne pas envie. Et effectivement, une pelouse, un gazon, il est vert, il n'est pas jaune. Oui, en fait, ça dépend des niveaux de tonte. Vous savez, le coach commande une tonte. Aliou Cissé, à la veille de chaque match, nous passe des commandes sur la pelouse. Le niveau de tonte et le niveau d'arrosage. Parce qu'il a parlé tout de suite d'une pelouse détrempée à Swatini, qui a changé la physionomie du match. D'ailleurs, un jour, en réunion à la fédération, on en a discuté, même à bâton rompu, sur le système d'arrosage. Parce que le coach commande qu'on arrose le terrain
avant l'échauffement, après l'échauffement, pour permettre au ballon de circuler, de rouler. Certains esprits non avertis ne peuvent pas comprendre ça. Maintenant, si le niveau de tonte est un peu bas, le gazon offre une couleur à peu près jaunâtre. Mais ça ne veut pas dire, sur la surface, c'est pas nivelé, c'est pas jouable, c'est pas exploitable. C'est pour ça que j'ai dit, par mesure de prudence, moi je m'entoure de garantie, je laisse les joueurs le dire. Parce que moi je suis pas sur le prêt. Même si vous discutez avec Aliou Cissé avant les matchs. C'est clair. Donc vous êtes un peu sur le prêt quand même. Alors parlons d'autre chose, Pape Sidi. Là aussi, c'est l'organisation du match en tant que tel qui a quand même valu beaucoup de complaintes de la part des confrères. Et moi j'y étais, je peux le confirmer. Voilà, et ce match quand même, la zone mixte a été assiégée par des supporters qui attendaient les Lions. Les journalistes et les caméramans ont eu du mal, énormément de mal à faire leur travail. Une situation que les confrères déplorent au micro de Mamadou Ndiaye et Khadim Cissé. Ce n'était pas une zone mixte à Thiès, c'était un fourre-tout. Un fourre-tout, la Fédération sénégalaise de football a mis les journalistes sportifs sénégalais dans une situation d'insécurité absolue, totale, après le match. Parce que je ne peux pas comprendre que la Fédération ait organisé plusieurs compétitions à Thiès et qu'elle ne soit pas en mesure de délimiter une zone mixte sécurisée afin de faciliter le travail des journalistes et faciliter également la tâche aux joueurs de l'équipe nationale du Sénégal. Parce que l'on ne peut pas faire une zone mixte là où il y a des supporters, il y a des badauds, il y a des voleurs, il y avait du tout dans le sens négatif et que tout ce beau monde-là est venu se mettre autour de la zone mixte, empêchant aux journalistes de faire leur travail. Parce qu'il faut le dire, c'était pas possible de travailler là-bas. Il fallait tenir ton téléphone par la main droite, ton enregistreur ou ton micro par la main gauche, et ensuite jouer des épaules pour se frayer un passage pour aller au niveau des barrières. Donc la Fédération sénégalaise de football doit dépasser cette étape. Quel drôle de zone mixte alors, parce qu'on a tout vu sauf une zone mixte. Face au Congo, je pense que les journalistes ont eu toutes les difficultés du monde à faire convenablement le travail. Il y avait une foule immense qui était là, donc qui a empêché aux professionnels des médias de travailler. Il n'y a eu que 4 ou 5 jours qui se sont arrêtés en zone mixte pour parler. Parce que la raison, c'était qu'il y avait une foule qui s'est mêlée aux journalistes. Il y avait beaucoup de supporters qui demandaient des selfies, d'autres qui demandaient des maillots. Donc souvent c'était difficile. Je pense que c'est le rôle des organisateurs de mettre les joueurs en sécurité, de mettre les journalistes en sécurité. Parce que là, on parle d'un travail bien fait pour les journalistes, mais ce n'est pas que ça. C'est même dangereux pour les joueurs. Voilà, donc Pape Sidi nous a tendu un piège tout à l'heure en nous disant qu'il veut que les joueurs parlent de la pelouse. Maintenant que les journalistes parlent de la zone mixte, qu'est-ce que vous nous dites? Encore que c'est une seule voix. Mais bon, vous défoncez une porte ouverte. Cette question m'a été signalée juste après l'organisation pour vous confirmer que c'est un problème qui est réel, qui est vraiment réel. Maintenant... Et récurrent. Est-ce que ce n'est pas la première fois? C'est la première fois quand même que ça m'a été signalé. La tutelle, la Fédération sénégalaise de football, nous avait passé une commande pour une ceinture sécuritaire autour de la zone mixte et des vestiaires. C'est une anomalie, une couac de l'organisation locale. Et nous l'assumons. Et nous engageons aussi à changer ça, à corriger dès la prochaine organisation. Parce que ça, c'est extrêmement grave. Le niveau de gravité dépasse même les propos de ceux qui sont intervenus. Parce qu'il y a certaines choses qui m'ont été remontées. Même les joueurs de l'équipe nationale, c'est vrai qu'ils ont une sécurité très rapprochée. Mais pour moi, c'est mon humble avis, ils n'étaient pas très en sécurité. A fortiori, les journalistes. C'est ça. C'est une faute qu'on va corriger rapidement et passer à autre chose. Parce que ça, c'est extrêmement grave. Et ça ne reflète pas la commande que nous avons reçue. Il faut qu'on s'assume. On a fauté. Bon, il n'y a rien à dire alors. Ouais, bon, mais quand même, mais le problème, c'est que quand même, les couacs, on en a souvent. Et ça a même commencé avant le match. On se rappelle des billets, quand on met Sénégal-RDC au lieu de Sénégal-Congo. Bon, ça, c'est pas au niveau de l'organisation locale, non? J'en ai entendu parler. Ce n'est pas de l'organisation locale, c'est vrai. Je ne vais pas renvoyer la balle à la Fédé. Ça fait N matchs que la Fédé organise. Il n'y a jamais eu ces questions-là. C'est la faute de trop. Laissez-moi terminer. Oui, ça ne nous dédouane pas. Ça reste une faute grave, une bévue même. Mais comprenez qu'une organisation qui est là depuis N matchs, ça veut dire une centaine de matchs,
qui pour un match... Et vous pensez que c'est la seule fois? Je ne minimise pas, c'est la seule fois où on a inversé, mais on a mal... On a confondu, on a confondu. Alors, mais en plus, on a inversé en mettant le drapeau d'un pays même qui ne s'entend pas. Avec le Congo. C'est ça la gravité. Mais on a su corriger à temps et puis je pense que la mal a été mais sur les feuilles de match aussi, il y a beaucoup d'erreurs. Parfois, c'est Racing de Nice au lieu de OGC Nice, OGC Lens au lieu de Racing de Lens. Je veux dire, aujourd'hui, on est dans un petit monde, un petit village, et on ne peut pas comprendre qu'une fédération sénégalaise de football, une fédération tout simplement qui se respecte face à ce genre d'erreurs et ne comprenne pas. D'ailleurs, moi, j'ai une image sur laquelle j'ai envie de vous interpeller. Oui. C'est cette image-là, le réalisateur vieux. Les chaises, ça vous pose pas de problème? Non. C'est ce qu'on a. Il faut que ce soit ce qu'elle part. Et je pense que ce soit mieux sur du plastique, sur du caoutchouc que sur du fer. Parce qu'en cas de pépin, les gens se donnent les chaises. Et ça aussi, il faut éviter. Maintenant, l'État qui a cette infrastructure-là doit travailler là-dessus pour mettre des chaises du standing de l'équipe nationale. Parce que c'est une question de standing encore. Mais si on revient sur ça, on ne va pas s'en sortir. Parce qu'il y a des questions qui dépassent la seule commission d'organisation et la seule fédération. Je comprends votre préoccupation. Je n'en doute pas une seconde. Je sais que les remarques ne sont pas destinées à ce sont des questions qui dépassent l'organisation locale. Mais comme vous êtes là et que vous avez pris le parti de défendre la fédération, non, pas du tout. En profite. Pas du tout. Non, enfin, c'est pas défendre. Je ne suis pas là ni pour défendre, ni pour justifier des échecs, mais pour expliquer des intentions. Mais non, vous les avez défendus sur l'histoire du drapeau. Pas du tout. Je ne défends pas, j'explique. Vous justifiez des choses. Voilà. Donc, il y a des choses à dire là-dessus. Non, Mme Fatou, ça, je vous confirme que ça peut ne pas passer par endroit. Il y a des gens qui ne pourraient pas comprendre qu'on mette sur le banc des équipes nationales des sièges en caoutchouc. Il y a d'autres qui comprennent que c'est la meilleure solution. Maintenant, dans l'un comme dans l'autre, on va travailler là-dessus, y réfléchir pour voir les tenants et les aboutissants, pour prendre la meilleure décision. Maintenant, la meilleure décision, ce n'est pas forcément celle qui vous arrange, Mme Fatou. Ah non, moi, c'est pas moi qui m'assois sur ces chaises. C'est juste ça. C'est Sadio Mané, c'est Famara Diédhiou, des joueurs internationaux de calibre, avec un match diffusé sur le plan international. Ce sont des images qui font le tour du monde. On l'a rappelé. C'est une question de standing. Voilà. Le standing des équipes nationales. Comment en est-on arrivé à ça, quand même, parce que le Sénégal, en matière de football, c'est pas un pays, je sais pas. Mais économiquement aussi, on n'est pas ce pays-là qu'on nous décrit. Économiquement? Oui. Non, mais on est un pays à économie dominée. Non, c'est une question de volonté, ça. C'est vrai que c'est une question de volonté. Mais aujourd'hui, à la TFM, ce n'est pas la volonté seulement qui va faire marcher les choses. Ah, bien sûr. Non, au-delà de ça, il y a des questions de moyens. Et les questions de moyens se règlent par priorité. Par priorité. Ce que vous avez signalé, ça ne va pas s'arrêter ici. On va en débattre. Ça fait partie des images qui nous reviennent, comme l'histoire de la pelouse, comme le problème de la zone mixte. Voilà. Si on a organisé N matchs et qu'il y a encore des couacs pour une équipe qui allait en Coupe du Monde, on a reçu encore et encore, ça veut dire que peut-être à un moment donné, on ne tire pas les leçons de nos... Vous savez combien de couacs, nous, commission d'organisation, après étude, on a soulevé? 46. Vous en soulevez moins de 5. Ça veut dire que notre étude est plus... Non. D'accord. On ne cite pas mais tout. Nous, on a 46 manquements à régler pour le mois de mars. Parce qu'on reçoit en mars, on est une auteur de Coupe du Monde. On est déjà dans ça. C'est 46 manquements. Ce n'est pas 2 ni 3. On va essayer de les corriger avec votre appui, parce qu'il me semble que sur certaines questions, vous êtes assez expert. Il va falloir nous aider. Non, si, c'est important. C'est important. Vous voulez personnaliser le débat? Pas du tout. En disant vous, c'est pas mon Fatou. D'accord. Mais là, quand même, on ne fait pas le travail d'expert. On pose un problème et on cherche les causes pour trouver des solutions. La question de la zone mixte, vous en êtes expert ou pas? Ah oui, clairement. C'est ça. On l'a subi. Mais vous l'avez souligné et c'est très pertinent. On l'a jugé, nous, très pertinent. Oui, mais c'est un fait. C'est un fait qui s'est passé. C'est juste pour justifier pourquoi j'ai dit sur certaines questions, vous êtes assez expert pour nous aider là-dessus. Il y a d'autres questions qui concernent la presse et les alentours du travail de la presse qu'on va soulever. Peut-être qu'il y a certaines questions qui vont être soulevées en cours d'émission parce qu'il y a des choses qui sont passées sur lesquelles on ne va pas fermer les yeux la prochaine fois. Très bien. Alors, non, pour le coup, les couacs, vous en avez 46, nous on en a cité 5. Donc ça veut dire que vous avez beaucoup de boulot. Nous, on va parler de Thiès et quand même du football local avant de vous libérer parce que comme je le disais aujourd'hui, Thiès, c'est le pôle d'attraction. Tout se joue
dans cette région, parce qu'il y a un seul stade fonctionnel dans ce pays, et ça aussi, il faut le remarquer. Je crois que ça, c'est le plus gros couac pour, de notre sport, un seul stade fonctionnel. Mais aujourd'hui, Thiès est une vitrine. Comment vous vivez cela et est-ce que ça a des répercussions sur votre football, le football de votre région? Forcément, parce que nous, je vous ai rappelé ça, je pense, tantôt, il y a quelques temps, nous, en 2009 déjà, on avait compris qu'on était dernier au Sénégal. Parce que Thiès ne jouait pas le premier rôle sur une trentaine de clubs professionnels, on en avait 3. Aujourd'hui, on en a 9 sur 28. Ça veut dire qu'on a le tiers des clubs professionnels. Mais en 2009 déjà, on avait accepté qu'on était dernier au Sénégal, dernier de la classe. Il fallait travailler. On s'est basé sur un plan quadriennal de développement du football qui devait être reconduit tous les 4 ans pour pouvoir voir à terme comment en 2013 faire partie de ceux qui gagnent au Sénégal et en 2017 régner sur le football sénégalais. Je vous rappelle que le dernier trophée, avant notre avènement en 2009, le dernier trophée qui était rentré dans la région de Thiès datait de 1963 avec l'USDN, l'ancêtre de l'USDN, qui en 1963 a pris le dernier trophée qui est rentré dans la région de Thiès. Et entre 2009 et 2017, tous les trophées mis en jeu au Sénégal sont rentrés dans la région. Ça veut dire qu'il y avait un travail de planification qui a été fait, et ce travail de planification a porté ses fruits. Mis en place par qui? Parce que par la Ligue régionale. Par la Ligue régionale. Par la Ligue régionale. Il fallait travailler sur la question de la formation, qui est déjà le principal levier de la performance. Il fallait travailler aussi sur certains agrégats du management qui nous permettaient à terme de pouvoir faire un grand bond en avant, parce qu'il le fallait. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, nous avons retrouvé l'élite. Nous avons nous avons équilibré ce qu'on a cherché, le nombre de clubs de Thiès et la capitale Dakar en Ligue 2. C'est le même nombre. Et nous projetons dans 2 ans de réaliser cet équilibre-là en Ligue 1. Il faut qu'en Ligue 1, le nombre de clubs de Thiès soit égal au nombre de clubs de Dakar. Et c'est un combat sur lequel mais est-ce que le problème ne se situe pas, ou bien est-ce que ça, ce n'est pas aller vers des problèmes, remplir Thiès de clubs, on sait que quand même, c'est une des faiblesses de notre football quand même. Une ville a besoin d'un club fort. Et s'il y en a 30, bon, tout le monde n'est pas à Londres. À Londres, on peut trouver plein de grands clubs, mais quand même... se dispersent. Oui, vous savez, il y a l'aspect normatif. Au Sénégal, la liberté d'association fait que tu ne peux pas interdire à quelqu'un de se diriger en association et de demander une affiliation. Mais nous, à Thiès, on a réglé ce problème-là depuis 2009. Aujourd'hui, dans les propositions que nous faisons à la fédération, nous faisons ce qu'on appelle la massification du football. Ce n'est pas augmenter le nombre de clubs, mais c'est amener le football là où il n'est pas. Ce n'est pas de créer d'autres clubs dans la ville de Thiès, mais de faire de sorte que l'existant soit la crème. Mais pas tirer les gens vers le bas, mais que chacun se retrouve vers le sommet. Aujourd'hui, qu'on a 3 clubs de Ligue 2, il va falloir que l'année prochaine, qu'au moins un club de Ligue 2 soit en Ligue 1. Déjà, le premier défi, ce sera de vous maintenir en Ligue 1. C'est clair, puisque vous allez monter en Ligue 1 avec le SNEPS. Et d'ailleurs, il y a, si vous me permettez de parler du tournoi des Challenge des champions qui a démarré, organisé par la Fédération sénégalaise de football avec 2 poules. Alors, les matchs ont démarré cet après-midi. Teungueth FC a battu Dakar Sacré-Cœur 4-0. En deuxième heure, Génération Foot affrontait l'US Gorée. Les 2 équipes se sont neutralisées 0-0. Par contre, je suis étonnée de voir que pour ce challenge des champions, vous, en tant que champion de Ligue 2, vous n'y participez pas. Pourquoi? Ça nous a surpris, ça nous a surpris, même le championnat national 1, mais quand j'ai interpellé les hautes autorités du football de ce pays, ils m'ont donné une explication. Et j'ai arrêté de commenter cette décision dès lors qu'elle est devenue une décision du comité d'urgence de la Fédération sénégalaise de football, à laquelle moi je dois adhésion et application dès lors que moi je suis un membre actif du football et président de la Ligue régionale. C'est un tournoi qu'on est en train de dérouler. Moi-même, j'étais à l'ouverture, même si mon club ne le joue pas. Et nous souhaitons plein succès à ce tournoi-là, parce que c'est une nouvelle compétition de la Fédération sénégalaise de football qui remplace la Supercoupe, qui jadis a été jouée par le champion de la Ligue 1 et le vainqueur de la Coupe du Sénégal. C'est vrai qu'il n'y a pas de Parlement cette année. Le Parlement regroupait jadis les champions de Ligue 1, Ligue 2, N1 et le vainqueur de la Coupe du Sénégal. Cette année, on a changé. C'est un changement qui a été décidé par le comité d'urgence. On s'y conforme et puis on souhaite plein succès. Très bien. Deuxième journée de Ligue 2. On donne quand même l'info de ce challenge des champions jeudi prochain. L'US Gorée affronte Djambar et DSC fera face au Diaraf. Les demi-finales prévues le 27 novembre, la finale et la 3e place le 30 novembre. Du coup, il faudra trouver des compétitions pour mettre en jambe votre équipe qui va découvrir l'élite. Comment vous y prenez? Comment vous préparez votre équipe? Oui, on est déjà dans une compétition. Actuellement, au même moment que je joue le challenge des champions, se joue à Thiès
le tournoi de la solidarité qui regroupe les 4 clubs professionnels de la ville de Thiès et les 2 clubs de National 1, c'est-à-dire l'équivalent de la 3e division. C'est pour nous permettre déjà d'être en jambes, mais ensuite d'évaluer la première partie de la préparation des équipes en vue du lancement du championnat. Cette année, Thiès s'est regroupé en collectif et même dans le cadre de l'organisation des matchs du championnat professionnel, une seule carte d'abonnement te permet de voir tous les matchs de tous les clubs professionnels ou amateurs de la ville de Thiès. C'est pour permettre, comme tu l'as dit tout de suite, aux Thiessois de revenir vers le football, puisque maintenant on est la capitale du football. Vous êtes le président de la Ligue de football de Thiès quand même, mais au moins essayez de mutualiser les forces. Vous avez cité plein de clubs ici, et pourtant dans l'équipe nationale du Sénégal, il y a combien de Thiessois qui brillent? Ça veut dire qu'il y a le talent là-bas. Mais on ne sent pas une équipe thiessoise régner dans ce football. Ça veut dire que les forces... Thiès-Ville, ça veut dire que les forces sont dispersées. Et il y a un manque d'organisation. Ces 2 années passées-là, rien que ces 2 années, je ne parle pas des années antérieures, rien que ces 2 années, on a raflé toutes les coupes au Sénégal. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Récemment, on a pris le trophée des sélections régionales. On est champion national d'élite. Mais non, au niveau de l'élite. Thiès vient d'intégrer l'élite avec Snaps, qui est sur 2 ans consécutifs, champion de 3e division, champion de 2e division en 2 ans. Aujourd'hui, on va jouer la 1re division pour la première fois. On va jouer à fond la 2e place pour nous maintenir. Et après le maintien, maintenant, les années à venir, on verra. On ne se gênera pas. Une traversée du désert, bon là, c'est vrai que on revoit le bout du tunnel, quoi. Après 1963, 2009, après 2009, 2019. C'est ça, exactement. Voilà, merci Pape Sidi. Les gars, on aimerait à l'occasion vous recevoir, bien sûr, pour voir les progrès de votre équipe, parler aussi de football, parce que je pense que c'est un sujet qui vous passionne et vous aimez aussi le débat, et nous aussi, ça tombe bien. Famara, Ousseynou, vous êtes fatigué, je pense que vous avez fait 10 heures de vol, vous avez voulu profiter de la famille, donc les yeux sont rouges, on va vous laisser repartir en vous souhaitant bonne chance bien sûr dans vos clubs. Prochain rendez-vous avec la sélection, ce sera pour les éliminatoires, en tout cas ce sera au mois d'août. Oui, août pour la Coupe d'Afrique, mais mars déjà pour le Qatar 2022. Très bien, ok, d'accord. On se retrouve au mois de mars, Inch'Allah. Voilà, Sidi, merci et bon retour à Thiès. Dans quelques instants, nous allons recevoir Kevin Yalalé, qui est lui le représentant de la Liga en Afrique de l'Ouest, et bien sûr Mamadou Ndiaye également, qui va nous rejoindre pour les buzz du web. Un petit tampon, le temps de recevoir notre invité. Face à l'Algérie. C'est là une victoire des Lions face au Fennec au stade. De retour sur ce plateau avec notre 4e invité, Kevin Yalalé. Bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Ça va très bien et vous? Très bien. Super. Aujourd'hui, on va parler de la Liga. C'est vrai qu'il y a une trêve internationale, donc du coup pas de championnat européen.
Mais aujourd'hui, quand même, la Liga est bien disputée en tête de championnat avec le Barça, le Real. Je pense que là, c'est un sujet qui va intéresser cher Tidiane. Donc voilà, il n'y a pas de favori forcément naturel dans ce championnat? Non, pas encore. Et c'est super. Donc c'est super pour les spectateurs. Et surtout quand on voit le championnat, on voit par exemple sur le top 5, il y a juste 2 points d'écart en fait, entre le premier et le 5e. Donc c'est génial, il y a de la compétition, c'est super. Et tous les week-ends, on veut savoir qui va gagner. Et donc c'est quand on voit il y a certains clubs qui sortent du lot, des clubs du milieu de tableau. Par exemple, il y a Osasuna qui est imbattu chez eux depuis 1 an et demi. Vous avez aussi des équipes comme Granada, par exemple, qui sont promues et qui jouent les places européennes. Enfin, c'est incroyable. Et puis, il y a mon petit chouchou, qui est la Real Sociedad, qui joue... Mais vraiment, s'il y avait une équipe cette année à regarder en Espagne, c'est la Real Sociedad, parce que c'est incroyable comment ils jouent. Ils ont 3 futures stars du football mondial. Le jeune Isaac, qu'on dit que c'est le futur Zlatan Ibrahimovic. Odegaard, qui vient du Real de Madrid, est prêté et peut-être que le Real de Madrid voudra le reprendre. Et le jeune Zabal, qui vient de marquer en plus ce soir. Vous avez trouvé à qui parler. Hein. Voilà. Le championnat espagnol, je vous laisse discuter. On a un connaisseur. Mais quand même, ils ont connu un coup de mou ces 2 dernières journées, je pense, avec 2 défaites à domicile et à l'extérieur. Et le week-end prochain, ils vont se rendre à Madrid. Ça ne va pas être facile. Mais quand même, dans ce championnat, c'est serré. Mais quelque part aussi, ça s'explique parce que le FC Barcelone, par exemple, qui est leader, fait le plus mauvais début de saison de son histoire, de ces 10 dernières années. Donc, ça veut dire que peut-être que c'est l'adversité qui a augmenté. Parce que vous avez parlé de Osasuna, le Barça qui ne gagne pas en déplacement à Osasuna. Et je pense que c'est ça qui fait le charme de ce championnat. Les petits peuvent créer des problèmes aux gros. Oui, des petits entre guillemets. Ça reste des équipes attrayantes à voir. Par exemple, le Betis Séville, qui cette année a acheté le champion du monde Nabil Fekir, quelque chose qui était impensable il y a ça 3-4 ans. Donc ça veut dire que voilà, nos petites équipes entre guillemets peuvent titiller les grands et c'est super. Et c'est super comme ça chaque week-end en fait. Quand vous regardez un match, on va plus se dire voilà, le Barça va gagner 3-4-0, le Real Madrid va mettre 5-6-0. Non. On va attendre et il y a du suspense et c'est bénéfique pour tout le monde en fait. Mais aujourd'hui, est-ce que le championnat espagnol n'est pas relégué au second plan du fait de la première ligue? On a l'impression que toutes les plus grosses stars évoluent dans cette première ligue, en dehors de Messi évidemment. Cristiano Ronaldo est parti dans le calcio. Est-ce qu'il n'y a pas un petit recul par rapport aux aficionados? Vous êtes sûr? Non, je vous pose la question. Voilà, par exemple, je vais vous donner un simple exemple. Frankie de Jong, toute l'Europe du football le voulait. Il est parti où? Au Barça. Oui, mais vous parlez du Barça, en dehors du Barça, du Real. Alors, je vous donne par exemple Joao Félix, un futur crack. Il est parti où? À l'Atlético de Madrid. Je disais Nabil Fekir, qui l'année passée voulait aller à Liverpool. Cette année, il va au Betis Séville. Ça veut dire que peu importe ce qui se passe, la Liga reste attractive. Ça reste le championnat qu'à un moment ou à un autre, les grandes stars veulent venir jouer et intégrer pour nos grands forcément nos top 3, on va dire, avec le Barça, le Real et l'Atlético. Mais voilà, c'est-à-dire que le championnat reste attractif. Il le restera, quoi qu'il arrive. Tout le monde aime le football espagnol. Et surtout que par rapport au championnat anglais, je pense qu'il y a les horaires de diffusion qui jouent aussi. Parce que le championnat anglais est très suivi en Asie, parce qu'il joue très tôt. Ce qui n'est pas souvent le... Moi, la perception que j'en ai, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, le championnat anglais est plus regardé que le championnat espagnol. Peut-être parce qu'aussi, il y a plus de Sénégalais ou d'Africains dans le championnat anglais. D'ailleurs, j'aimerais bien que vous nous parliez un peu des Sénégalais qui évoluent dans ce championnat. Bien sûr, nous avons aussi énormément de joueurs africains qui ont joué et qui jouent actuellement en Liga. Enfin, on ne va pas citer... il y a Touré, il y a eu Samuel Eto'o. Et maintenant, vous avez Moussa Wagué, qui, quand il joue au Barça, est juste incroyable et sera aussi un futur grand au poste de latéral droit. Qui est pressenti pour jouer la semaine prochaine. Voilà, donc, parce qu'il y a les 2 latéraux côté droit qui sont out. Et je pense que contre Leganés, il risque de démarrer. Donc après, il faut savoir forcément que, par exemple, en Afrique,
l'Afrique est séparée grosso modo en l'Afrique francophone et l'Afrique anglophone. Forcément, l'Afrique anglophone, par le lien de la langue, va plus regarder la Première Ligue. Mais par exemple, pour l'Afrique francophone, ce sera plus la Liga et le championnat français. Mais sur les pays francophones et sur certains pays anglophones, on est premier en termes d'audience. Donc, et puis sur les joueurs africains et sénégalais, il y a le jeune Pape Cheikh qui est à Celta Vigo, qui est revenu de Lyon. C'est bien pour lui de revenir au championnat espagnol, un championnat qu'il connaît, un peu dans son concours. Il est espagnol. Et oui, à moitié espagnol. Il y a Diop qui joue à Eibar. Et donc, ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux. C'est ça, il faut le dire, ils ne sont pas nombreux. Mais on a les joueurs africains performent en Liga. Le joueur du mois, ce mois-ci, c'est Toto Ekambi, qui est camerounais. Donc, nous savons reconnaître les talents africains et c'est pour ça que... Il y a aussi Ansu Fati, qui est du Bien sûr. Donc, en Liga, on sait mettre les talents africains en avant et c'est le mieux pour toute l'Afrique en fait. Ouais. Alors Kevin, pour terminer peut-être, c'est quoi le travail d'un représentant de championnat, un championnat aussi célèbre, voilà, aussi prestigieux que le championnat espagnol? C'est quoi votre travail en fait au quotidien? Il est très simple, c'est d'être au plus près des fans. Des fans ici, parce qu'il y a énormément de fans sénégalais qui regardent le championnat espagnol et aussi en Afrique de l'Ouest, mais aussi améliorer notre visibilité ici. Donc ce qu'on a comme stratégie internationale, c'est le Think Globally, Act Locally. Ça veut dire qu'on a une stratégie globale, mais on va s'adapter au marché local. Ça veut dire, pour donner un simple exemple, on travaille comme tous les grands championnats sur du digital, mais on va parler, nous, pour le marché sénégalais, en Wolof, directement. Donc c'est des petites subtilités qui se disent, voilà, écoutez, nous on comprend ce que les fans ont besoin. Autre exemple, on sait qu'on ne va par exemple pas poster un vendredi après-midi, parce qu'il y a la prière. Donc c'est des choses qu'il faut comprendre. C'est la nouvelle tendance sur les réseaux sociaux. J'ai vu que certains clubs, même pas espagnols, mais plutôt certains clubs en tout cas, commencent à communiquer sur les réseaux sociaux en Wolof. Et c'est important de communiquer avec les fans. Parce que c'est bien de dire un message, mais il faut aussi les entendre et parler avec eux. Donc c'est des petites choses comme ça. Sur le Classico, par exemple, vous allez faire un écran géant, ouvrir pour que les gens viennent regarder. Donc on travaille dessus, on a un projet dessus, on va sûrement faire ça en cinéma. Et donc ça va être génial parce que ça va être un tel engouement et c'est super parce que voilà, les fans pourront venir directement et voir le championnat et le Classico, l'un des meilleurs matchs au monde. Mais cela mérite une réflexion de voir pourquoi les clubs aujourd'hui européens viennent à la base s'intéresser. L'Africain, le Sénégalais, on a toujours aimé le football. On a toujours suivi le football. Mais aujourd'hui, on voit que le rapport est en train de s'inverser. C'est-à-dire ce sont les clubs qui viennent aux fans et en Afrique. Alors qu'il n'y a pas un gros marché économique. Ce n'est pas nous qui allons vous acheter tous vos maillots. Ce n'est pas nous qui allons aller au stade pour les classicos. Je veux dire, financièrement, on ne pèse pas. Et pourtant, l'Afrique attire de plus en plus. Ça mérite réflexion. Sauf que les Européens, c'est des visionnaires. Ils vont venir prendre la place maintenant. Non, c'est des visionnaires. Ils savent que, même si ce n'est pas aujourd'hui que ce marché va être rentable, ça va l'être dans quelques années. L'Afrique, c'est le futur. À mon avis, ça peut inspirer aussi nos clubs locaux. Se faire ce travail de proximité. Il existe, certes. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas? Notre problème, c'est l'organisation, c'est ça le problème. Il faudrait déjà qu'on diffuse ce championnat sénégalais. Et ça aussi, c'est un gros problème. On peut vous aider. Dans le sens, nous, ce qu'on fait avec la Liga, par exemple, avec certaines fédérations en Afrique, c'est on fait de la consultance pour eux. Ça veut dire que s'ils ont des problèmes d'organisation, de professionnalisation, pour avoir un terme plus générique, nous, on dit, voilà, regardez notre championnat, regardez ce qu'on fait. On peut l'adapter à votre championnat, on peut l'adapter à votre fédération. On travaille ensemble, main dans la main, on le fait au Kenya, on le fait en Afrique du Sud, on le fait au Cameroun. Donc c'est des choses qui sont tout à fait possibles. Après, si la fédération sénégalaise veut avoir, parce que je l'ai entendu dans la partie juste avant... D'ailleurs, je vais vous... Oui, pas de problème. Vous demander d'aller le regarder tout de suite, d'aller le choper tout de suite. Avec plaisir. Et ce sera avec plaisir que nous, la Liga, on peut donner 2-3 conseils d'organisation, de professionnalisation, parce que je pense que le championnat sénégalais est porteur.
vous avez du talent, c'est indéniable. Et c'est pour ça qu'on est ici aussi. Donc c'est avec plaisir qu'on pourra vous aider. Et imagine, Sadio Mané signé l'année prochaine au Real Madrid. Vous allez voir beaucoup de journalistes espagnols ici à Dakar. C'est clair. Voilà, merci en tout cas Kevin, ça a été un plaisir de vous recevoir pour parler un peu de la Liga, je vous en prie. Alors on va rester avec les buzz du web cette fois-ci. Momodou, bonsoir. Bonsoir à moi, bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir à vous. Alors on parle du Ballon d'Or avec Boubo Design. Oui, Boubo Design, un Ballon d'Or qui a inspiré un artiste, plus précisément Boubo Design, de son vrai nom, Boubo Niang. Il est reconnu par son imagination et sa façon originale d'écrire ou de réaliser des portraits spécifiques. Il a peint un portrait du numéro 10 sénégalais avec un ballon d'or, avec un ballon de football. Le résultat est juste bluffant. Regardez. Let's go. Magnifique travail. Il participe à la promotion de Sous Ballon d'Or. Bien sûr. À Sadio Mané. Alors on parle de Sadio Mané toujours, qui reste l'attraction bien sûr. Après la rencontre Sénégal-Congo, il a fait parler de lui en accueillant son sosie dans le bus. Il a même fait venir avec lui un moment dans le bus des Lions après Mohamed Salah. C'est donc un autre star des Reds que l'on aperçoit en compagnie de son sosie. Regardez. Le sosie qui est dans le bus, il a fait le pied de grue avec nous en zone mixte justement, pour vous dire. C'était supporter un journaliste qui était mélangé. On va parler d'un autre Sénégalais qui lui s'est illustré sur un autre plateau. Il s'agit de Cheikh Ndoye, ancien joueur d'Angers, qui parle de l'attitude de Marco Verratti. Le milieu de terrain sénégalais passé par Angers en 2015, 2017, 2018 et 2019 et qui a souvent croisé le petit Italien du Paris Saint-Germain, a déploré son comportement sur les terrains de Ligue 1 française, même s'il reconnaît son talent. Regardez. Regardez cette photo. C'est Marco Verratti, il y en a eu quand même pas mal des embrouilles face à lui. Ah, elle est belle cette photo. Je vais te prévenir, je vais te casser en deux. Regardez cette photo. C'est Marco Verratti. Voilà, Cheikh Ndoye qui remet à sa place Marco Verratti. On va... Il rappelle blessé, il est blessé au stade Léopold Sédar Senghor lors du match Sénégal-Mali. C'était le 26 mars lors de la préparation de la CAN 2019. Alors, nouvelle passe d'armes en France cette fois-ci entre Noël Le Graët et Karim Benzema, une information qui a fait le tour de la toile. Le président de la Fédération française de football a déclaré samedi que pour l'attaquant du Real Madrid, l'aventure en bleu est terminée. Regardez. Pour moi, c'est un très bon joueur, Benzema. Je n'ai jamais critiqué ses qualités. Au contraire, il montre encore cette année à Madrid l'un des meilleurs joueurs à son poste. Mais l'aventure France est terminée. La réponse de Benzema, évidemment, ne s'est pas fait attendre. Karim Benzema n'a mis que quelques heures à répliquer en postant un message sur ses réseaux sociaux. Noël, je croyais que vous n'interfériez pas dans les décisions du sélectionneur. Sachez que c'est moi qui mettrai un terme à ma carrière internationale. L'attaquant va plus loin et ajoute que si vous pensez que je suis terminé, laissez-moi jouer pour un des pays pour lesquels je suis éligible et nous verrons. En l'occurrence, l'Algérie. L'Algérie. Affaire à suivre. Jamel Belmadi a dit qu'il a déjà ce qu'il lui faut en sélection. Mais quand même, c'est un coup dur pour une légende de la Liga comme Benzema. Il fait ce qu'il fait actuellement au Real de Madrid, c'est incroyable. C'est incroyable. 5 fois d'affilée, joueur du mois au Real de Madrid. Enfin,
nous, on l'adore. On est très content qu'il soit chez nous. En Liga, il est arrivé il y a 11 ans maintenant. Et il a grandi avec la Liga. Il a joué avec les plus grands. Il a joué avec Ronaldo. Il a joué avec Kaka. Enfin, c'est incroyable ce qu'il fait. C'est dommage, bien sûr, c'est dommage ce qui lui arrive. Mais on est content de le voir sur nos terrains espagnols chaque week-end. Mais pas encore en France. Pour l'équipe nationale française. Ce n'est pas envisageable pour le moment. Alors, on va parler d'une autre légende qui, lui, a décidé de quitter le championnat américain. Il s'agit de Zlatan Ibrahimovic. Une annonce faite dans un tweet dont le ton ne surprendra personne. Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu, a écrit le géant suédois de 38 ans. Merci Galaxy de m'avoir fait sentir de nouveau en vie. Aux supporters du Galaxy, vous vouliez Zlatan, je vous ai donné Zlatan. Il n'y a pas de quoi, l'histoire continue et maintenant, retournez voir du baseball. Ça c'est du Zlatan Ibrahimovic. En tout cas, auteur de 52 buts et 17 passes décisives en 53 titularisations. La seule fausse note, il n'a pas gagné de trophée avec Galaxy. Il n'a pas battu le record de Mamadou Diallo. On fait un coucou à Mamadou s'il nous regarde. Du Paraguay. Je ne sais pas, c'est quoi le décalage horaire? Plus 3 côté Paraguay. Alors, on va terminer avec la vidéo bonus. Là, on va parler des Nawetan avec une ASC qui impressionne à chacune de ses sorties, c'est l'ASC Les Bouguis. De Rufisque, une forte mobilisation des supporters et fans du football ce week-end à Rufisque lors de la finale de Nawetan qui opposait l'ASC Les Bouguis et ASC Les Bouguis et Diamaguène de Rufisque. Victoire de Les Bouguis, 3-1. Je vous propose l'élément et l'ambiance au stade de Rufisque. Voilà, ça donne des frissons. Je pense que les sportifs jouent pour ça. En tout cas, si seulement Tenguet FC pourrait avoir cette même mobilisation pour la saison prochaine. En tout cas. Ouais, il faut y travailler. Oui. Alors, on va terminer malheureusement sur une mauvaise note, la disparition de Pape Dia, frère de Bombardier. En tout cas, nous présentons nos condoléances à la famille, à Bombardier et aussi au monde sportif. C'est l'occasion aussi de présenter nos condoléances à notre confrère Adam John qui a perdu sa mère malheureusement ce week-end. Donc que son âme repose en paix. Toutes nos condoléances de la part de l'équipe de Sport à la Une, Adama qui est un confrère aussi qui évolue dans le journalisme sportif. Je crois qu'on en a terminé pour ce soir. Merci Kevin. Merci à vous. Voilà, au plaisir de vous retrouver. Cher, merci. Merci à toute l'équipe technique, Medoun, Mbaye Off. Merci au réalisateur Vieux Diouf. Excellente soirée et à très bientôt.